Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Vous êtes dans votre émission L'Entretien sur Évasion TV. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Elhadj Deriba Djabi, consultant international, ambassadeur de la paix. Elhadj, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Monsieur Djabi, aujourd'hui, vous menez des activités de consultance et de maraboutage à Paris, à Conakry et ailleurs. Comment cela se passe-t-il exactement? Je vous remercie aujourd'hui de me faire l'honneur d'être dans votre plateau comme invité. C'est un honneur pour moi en tant que Guinéen qui vit à l'extérieur de ce pays. C'est une fierté pour moi également d'avoir une télévision comme celle-ci qui peut former et informer son peuple, tout ce qui concerne l'évolution et les petits travaux, et comme les grands travaux de tout ce qu'on fait en tant que fils de pays. Je suis Elhadj Deriba Djabi, Marabout Djabi. Je suis né dans cette situation en tant que marabout. Mon père, mes grands-pères. Donc, si vous voulez, c'est un travail que nous menons qui est des fils, qui est de père en fils. Donc, nous sommes dans ce métier depuis mon naissance. J'ai commencé en Afrique centrale. Aujourd'hui, je vis en Europe. Je suis également aussi dans mon pays. Je travaille non seulement pour conseiller, non pas tout simplement pour faire le travail de maraboutage comme on le dit, mais un marabout tout d'abord c'est un indicateur, c'est celui qui éduque les gens et c'est lui qui informe les gens et par le passage c'est lui qui fait aussi la guérison, si vous voulez, à travers le nom de Dieu, puisque si vous le savez bien, avant que la médecine arrive dans ce monde, avant tout d'abord, c'était le nom de Dieu et les feuilles de brousse que les gens utilisaient pour se faire guérir. Donc nous sommes un parti, nous sommes quelque part les tradipraticiens, évoquer le nom de Dieu et aider les gens et conseiller en même temps les gens. Voilà, Elhadj, vous avez dit que ça fait longtemps que vous exercez en fait ce métier. Est-ce que ce travail de marabout vous apporte quelque chose? Je vous avoue que je peux remercier Dieu. Non seulement ce n'est pas du côté matériel, si je vais dire ceci, moi ça m'apporte beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est parce que en affrontant les gens, dans des difficultés comme dans le bonheur, vous pouvez vraiment partager vos idées, vos savoir-faire. Donc, en tant que marabout, dans mon pays, ça fait la fierté, non seulement de la Guinée, mais ça fait la fierté de ma famille, parce que nous sommes vus à l'extérieur. Parfois, quand on dit marabout, les gens comprennent très mal. Le marabout, le nom marabout devient aujourd'hui, si vous voulez, c'est comme si on dit un sorcier, parce qu'il y a tellement de charlatans, les gens qui ont saboté et nuit le travail des marabouts. Il y a même des gens qui ne connaissent absolument rien, qui n'ont pas de métier, qui n'ont rien à voir avec les marabouts, s'habillent comme marabouts, font tout comme des marabouts, surtout auprès de nos politiciens. Tout le monde, c'est comme s'il y a une association de serrés, des gens qui font détruire l'image des marabouts. Pour moi, ça me fait un grand plaisir de travailler et montrer que le maraboutage n'est pas seulement souvent, comme on pense, des charlatans qui cherchent seulement à s'enrichir sans donner des résultats. Donc moi, je me dis, j'ai beaucoup à gagner dans mon travail, non seulement dans le domaine, dans le domaine de mon travail, mais à côté relationnel, ça nous donne beaucoup de facteurs, comme peut dire aujourd'hui, alhamdulillah, je remercie, bon Dieu, d'avoir me créé en Djakanké et de me donner la force et le pouvoir d'essayer d'être marabout pour conseiller et pour aider les gens. Voilà, vous avez dit tout à l'heure, Elhadj, dans vos propos, que les gens confondent le travail de marabout au charlatan.
Parce que souvent, quand on dit marabout, on pense au côté négatif. Très souvent, les gens qui vont aller faire travailler les gens de façon négative. Alors, quelle est la différence entre le marabout en fait et le charlatan? Il est difficile de vous donner ces détails parce que aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais quant à moi, ce que je vois, j'ai été le président des marabouts intra-africains plusieurs années en Afrique centrale. J'ai couvert tous les pays d'Afrique centrale et tous les marabouts qui quittaient l'Afrique de l'Ouest pour venir en Afrique centrale, j'étais leur président, tout passait par mon visa, par mes autorisations et tout et tout. Nous avons essayé dans plusieurs colloques d'expliquer pourquoi aujourd'hui, nous les marabouts tradis praticiens, nous avons des problèmes de confiance. Nous-mêmes d'abord, nous n'arrivons pas à nous situer. Hein? Nous n'arrivons pas à savoir qui est faux et qui est vrai d'entre nous. Alors, aujourd'hui, si vous regardez les gens qui sont à Paris, vous trouverez qu'il y avait des gens qui étaient mécaniciens ici, qui n'ont pas, si vous voulez, pour aller chercher Redorado français, ils vont là-bas, ils deviennent marabouts. Il y a des Colombiens qui deviennent marabouts en France. Il y a des commerçants qui sont tombés, qui deviennent marabouts en France. Donc chacun est libre de chercher sa vie à son manière. Mais à mon avis, nous les marabouts qui sont nés avec ça, grandir avec ça, et qui existent jusqu'aujourd'hui, nous nous connaissons entre nous. Le maraboutage en Guinée ici, je crois que la Guinée, nous sommes 95% musulmans. Je peux dire que tous Guinéens sont marabouts parce que tous les musulmans ont quelques versets sur lesquels ils peuvent se dire voilà, ce soir je vais lire ça pour me protéger, je vais sortir, c'est ce que je dois lire pour me protéger. Vous devenez automatiquement votre propre marabout. Mais à mon avis, si nous disons le véritable marabout comme au Sénégal, les Sénégalais nous dévancent de rien. Ils n'ont pas de connaissances plus que les Guinéens, ils n'ont pas, mais tout simplement parce que dans ces pays-là, les coutumes n'ont pas été bafouées. Dans notre pays, pourquoi les gens confondent les vrais marabouts à des faux marabouts, souvent? Parce que dans notre pays, nous savons, depuis l'indépendance, on a bafoué le coutume guinéen. Il n'y a plus de l'autorité, si vous voulez, coutumière. Il n'y a plus de l'autorité. Des grands marabouts qui étaient là à l'époque ont été, soit par la politique ou bien par, je ne sais pas comment, puisque j'étais trop petit, mais ils étaient étouffés. Hein? C'est-à-dire, ils n'ont aucune autorité, ils n'ont aucun pouvoir. Voilà, les gens se sont retrouvés comme ça, comme si vous êtes dans la brousse, sans savoir où vous allez être guidé. Alors les aventuriers viennent, ils mélangent tout, les gens disent ah mais ils sont tous la même, ils sont tous la même. Mais s'il y avait comme le Sénégal, comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina, on sait qu'il y a les khalifas, il y a les grands marabouts qui pressent dans les mosquées, il y a des grands marabouts qui leurs visages sont connus dans le pays, alors ils sont écoutés dans le pays, ils sont leurs talibés et qu'on continue à multiplier les foyers de ce qu'on appelle des écoles coraniques, des écoles marabouts, et que les gens puissent vraiment savoir dans cette presse-là qui est le vrai, qui est le faux. Je crois qu'il est facile d'identifier. Mais aujourd'hui, en Guinée, quand quelqu'un se lève et commence à parler, on va vous mettre une étiquette. Ils vont dire, ah, c'est quelqu'un qui fait son campagne, c'est quelqu'un qui est avec le président, c'est quelqu'un qui est avec l'opposition, c'est quelqu'un qui est ceci, c'est ça, c'est cela. Donc, c'est pourquoi chaque année, vous allez entendre qu'il y a tel calife dans telle localité, il y a tel waliou dans telle localité, il y a tel marabout dans telle localité. Un mois, 2 mois, 3 mois, dès qu'on commence à saboter, c'est fini, il est terminé. Donc, notre pays, il faut d'abord reconnaître les valeurs coutumières. Il faut que nos ancestrales, ce que nos anciens ont laissé, nous commençons à valoriser ça. Dans le pays, nous sommes là aujourd'hui, on est tous fatigués de cette situation parce que personne n'écoute l'autre. Alors que les marabouts sont là pour éduquer.
Les marabouts ne sont pas là tout simplement pour faire les kawatimos, pour donner les gens, les simos et autres. Mais les marabouts, leur premier rôle, c'est d'éduquer les gens, c'est de sensibiliser les gens, c'est de censer non seulement ceux qui n'ont pas de morale, leur donner de morale, ceux qui ne sont pas compris, ceux qui ne comprennent pas les choses, pour leur faire comprendre. Je vous donne un exemple. Le président François Mitterrand a fait une déclaration en France, à son temps. Avant que les marabouts n'arrivent en France, il y avait combien de suicides en France? Combien de suicides dans la tête française? On ne peut pas vous dire. Mais lorsque les marabouts sont arrivés en France, à l'époque, c'était le président Chirac qui était le Premier ministre. Il a fait une déclaration pour interdire ces gens-là. Le président Mitterrand a dit non, on ne peut pas interdire les gens qui nous donnent des espoirs. Parce qu'au bout de 5 ans, ils se sont rendus compte, non seulement les marabouts étaient rentables parce que tout le monde se déclare, tout le monde paie l'impôt, les journaux qui circulent, et ces gens-là, les gens des journaux paient aussi l'impôt. L'économie a compris que les marabouts font rentrer l'argent en France. Non seulement ils font rentrer l'argent en France, mais ils ont réussi à diminuer le cas de suicide en France. Parce que quand un patient, quelqu'un, une femme qui a le problème avec son mari, ou un homme qui a le problème avec sa femme, vient voir le marabout lui donne l'espoir, il dit non, 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 dans une semaine ça va aller. Il a l'espoir, il se dit bon, il m'a dit dans une semaine, au lieu que je me suicide aujourd'hui, je vais attendre. Et quand il revient, une semaine après, il dit mais je n'ai rien vu, il dit non, mes esprits ont dit ça, bientôt ça va aller. Le gars reste dans cet espoir-là, oui. Il limite le risque de suicide et ça peut rester, soit ça marche, ou soit dans le temps, il trouve un ami qui va le faire oublier l'autre personne et sa vie est sauvée. Donc c'est le devoir des marabouts de sensibiliser, de donner l'espoir dans comment on dit, où les gens pensent qu'il n'y a pas de solution, le marabout trouve toujours la solution. Je dis les vrais marabouts. Mais quant à les faux marabouts, leur domaine, leur travail c'est quoi? Dès qu'ils récupèrent 1000 francs avec quelqu'un, ils savent son adresse. Ils s'en vont. Ils savent son numéro de téléphone. Ils s'en vont. Moi, depuis que la Guinée, là, on a fait rentrer le premier numéro de la Guinée. J'ai mon premier numéro. On peut me joindre n'importe où. Parce que je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à me casser. Je suis né dans ça. Je suis grandi dans ça. Et je vis dans ça. Je ne peux pas dire que tout ce que je fais, ça marche. Il peut y avoir le travail que nous faisons. C'est Dieu qui nous donne le résultat. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas ange. Je suis là qu'un homme qui prie. Et dans ces prières-là, il y en a qui peuvent marcher, il y en a qui ne peuvent pas marcher. Et vous demandez à Dieu. Mais quand on demande à Dieu, il nous dit, demande-moi, c'est moi qui peux vous exaucer. Ça peut arriver dans 6 semaines, ça peut arriver dans 5 mois, comme ça peut tarder jusqu'à des années. Mais le résultat aura toujours lieu. Parce que Dieu ne sait jamais, comment on dit, Dieu ne se refuse rien. Que ce soit les bons ou les mauvais, quand vous demandez Dieu, il va toujours vous donner. Voilà. Donc, à mon avis, le maraboutage, d'abord, c'est de donner l'espoir à des personnes. Notre pays est dans cette situation aujourd'hui. Les marabouts ont des rôles à jouer pour donner l'espoir aux Guinéens. L'État peut avoir des espoirs à travers le marabout. En Europe, pourquoi les Européens, que ce soit les politiciens, que ce soit les commerçants, que ce soit la population, tout le monde va vers les marabouts? C'est parce qu'ils ont trouvé quand même quelque chose de bien là-dedans. Et là, vous avez côtoyé beaucoup de grandes personnalités à travers l'Afrique, mais aussi dans le monde. Quel type de relation entreteniez-vous avec Mobutu Sese Seko, ancien président de l'ex-Zaïre? Vous savez, le président Mobutu Sese Seko, paix à son âme, est un père pour moi. Le président Mobutu m'a connu à travers le président André Kolimba, général André Kolimba de Centrafrique. C'était en 1986. Plus précisément le 22 novembre 1986. Il a fait une visite à Bangui. À l'époque, il y avait un problème de salaire à payer. Il est venu avec son jet privé, avec l'argent. Ces jours-là, il a payé tous les fonctionnaires centrafricains. Et le président André Kolimba étant tellement content,
il a dit à monsieur le président Mobutu, Marcel Mobutu, il dit, mais je vais vous présenter un Ouest-Africain, c'est un fils à moi, c'est quelqu'un de bien, c'est un voyant. Automatiquement, Mobutu dit, ah, ces gens-là, c'est des gens qui rencontrent des sources, alors que Mobutu est l'un des fanatiques des marabouts. Il a fait sa vie, il a passé sa vie dans ça. Il respecte les marabouts. Mais, il a dit, mais je comprends, mais le président André Kolimba le dit, non, il faut le texter parce que c'est un enfant qui dit la vérité. C'est ainsi que j'ai connu le président Mobutu, il m'a amené au Zaïre, il m'a honoré au Zaïre, j'ai montré de quoi je pouvais être utile et capable dans son pays. Alors, le président Mobutu, c'est un homme qui écoute beaucoup. Le président Mobutu, c'est un homme qui aime des grandes personnes. Le président Mobutu, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui cherche toujours à valoriser les hommes africains, les coutumes africaines. Ce n'est pas pour rien qu'il a créé le Zaïre. Il a dit, après moi, il n'y aura plus de Zaïre, les 3 Zaïre vont disparaître. Les 3 Zaïre, c'était le pays Zaïre, c'était le monnaie Zaïre, c'était le fleuve Zaïre. Alors, le président Mobutu, il a fait le Zaïre comme il le voulait. Il a naturalisé le Zaïre. Il a dit tout le monde, au lieu de qu'on s'appelle monsieur et madame, tout le monde s'appelait citoyen, citoyenne. Il a donné la beauté des femmes à la femme zaïroise. Il a dit, vous les femmes zaïroises, pourquoi vous essayez de vous faire des tons? Des tons, ça veut dire quoi? Vous êtes noir, vous êtes blanc. Pourquoi vous ne restez pas noir comme vous êtes? La femme est bien quand il est en pagne africaine. Il dit, désormais, je ne veux pas voir une femme qui s'habille dans les habillements des Occidents. Les Zaïroises, c'est des spécialistes des pagnes, des 3 pagnes. Il a fait ça. Il a dit, mais pourquoi vous, les Zaïroises, vous ajoutez les messes sur votre tête? Il a interdit le messe aux Zaïre, alors que c'est un pays catholique. Mais là, il a dit ce que Dieu a dit. Il faut jamais augmenter le sauvé d'une personne. Les Zaïrois, leur sauvé était comme les sauvés des hommes. C'était affreux. Et tout ça, c'était des conseils que les marabouts le donnaient. Non pas moi, mais les marabouts, tous les marabouts sont passés aux Zaïre qui ont eu la chance de connaître Mobutu. Ils ont donné des conseils exactement comme cela est écrit dans le Coran ou dans la Bible. Et Mobutu recevait les gens, il écoutait les gens et il marchait sur ce sommet-là. Il a régné aux Zaïre. Un pays comme le Zaïre, 3 484 000 km². Le Zaïre, 10 fois plus grand que la Guinée. À l'époque, 70 millions d'habitants. Quand nous sommes venus au Zaïre, pour quitter Kinshasa, aller dans une autre province, il faut faire le visa. Pour aller à Bandundu, il faut avoir l'autorisation. Pour aller au Bas-Zaïre, il faut avoir l'autorisation. Pour aller à Kisangani, il faut avoir l'autorisation. Pour aller à Lubumbashi, il faut avoir l'autorisation. Pour aller au nord Kivu ou au sud Kivu, il faut avoir des autorisations. Mobutu, il nous a demandé de tout faire pour que le Zaïre, parti Moko, Mukundi Moko, Mboka Moko. Ça veut dire un seul chef, un seul parti, un seul pays. Un seul chef, un seul parti, un seul pays. Parti Moko, Mukundi Moko, Mboka Moko. Voilà ce qu'il nous a demandé. Alors, lorsque le président Mobutu nous a demandé ça, un seul homme ne peut pas faire tout. Il nous dit, allez-y, partout où vous pouvez m'aider pour que le Zaïre soit un et indivisible, je suis prêt, je suis d'accord, même s'il faut aller dans le cimetière, réveiller nos ancêtres, je veux que mon peuple soit un, indivisible. Le Zaïre a été fortifié, le Zaïre a été changé, les Zaïrois étaient devenus le véritable Zaïrois.
Lorsque vous êtes à 2000 km de l'autre côté, on ne parle que Kinshasa. Quand vous êtes à Kinshasa, on ne parle que de Mombasi. Ils sont devenus même mère, même père. Le Zaïre, quitter Kinshasa, aller à Mombasi, c'est 2h30 minutes de vol. Quitter à Kinshasa, aller à Bukavu, c'est 2h30 minutes de vol. Combien de régions comme ça au Zaïre? Mais partout où vous partez, c'est l'entente. Parce que Mobutu, il a écouté les conseils des marabouts, il a écouté les conseils des hommes d'église. Parfois, il était en mal avec ce sang-là. Mais quand on leur dit, véritablement, si il concerne la nation, que vous soyez Kimbanguis, que vous soyez protestant, que vous soyez l'armée de Sali, il y a tellement de religions au Zaïre, Mobutu réunit tout le monde autour de lui, il dit, il faut que la paix règne dans mon pays. C'est ainsi, moi étant quelqu'un qui a eu l'expérience, il a regardé, il a compris que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Aucun homme ne peut vivre sans l'argent. Mais dans le cas, il faut montrer d'abord ta capacité. Il faut montrer d'abord que ta vie ne dépend pas à une seule personne. Donc je me suis mis à son service. Tout le monde le sait, à Kinshasa, pour qu'elle le transfère à la télévision, à la radio nationale au Zaïre. Ça a commencé à nous. À l'époque, la Guinée n'était pas connue au Zaïre. On appelait tout le monde là-bas sénégalais. Tout le monde était appelé sénégalais ou bien Ndingari. Ndingari, ça veut dire un bœuf qui n'a pas de corps. C'est comme ça que les Aïrois nous appelaient. Parce que tous les Ndingari qui venaient là-bas, tous les Ouest-Africains qui venaient là-bas, comme Mobutu l'a dit un jour dans son conférence de presse, il dit ces gens-là qui viennent, ils n'ont même pas de chaussures sur le pied. À 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu trouveras qu'ils ont ouvert leur magasin. C'était comme ça que nous vivons au Zaïre et nous avons essayé à l'époque de faire la fierté de notre pays. Monsieur l'ambassadeur Abdoulaye Sylla, paix à son âme, peut nous témoigner. Monsieur Momel Sampil, qui était notre ambassadeur également après Abdoulaye Sylla, peut nous témoigner. La fierté que nous avons fait en fin de compte, c'était la Guinée qui était le véritable, si vous voulez, le pionnier de tous les Ouest-Africains. Okay. Donc là, j'ai une façon de dire que les marabouts à l'époque, y compris vous avez participé un peu au développement socio-culturel du Zaïre. À mon temps à Kinshasa, en tant que marabout conseiller auprès de la communauté islamique du Zaïre, nous avons construit 77 mosquées à travers le pays. 77 mosquées à travers le pays. Nous avons pu construire 14 centres de santé à travers le pays. Nous avons pu construire des écoles des enfants défavorisés. On a construit au moins 15 écoles à travers le pays. Tout ça, non pas par mon propre argent, mais l'aide que nous recevions au nom des musulmans du Zaïre, puisque à l'époque, les musulmans du Zaïre étaient 15 millions d'habitants. 15 millions d'habitants. Et quand je quittais le Zaïre, les musulmans zaïrois étaient devenus 21 millions d'habitants. L'épreuve est là. Les musulmans zaïrois, il n'y avait pas d'entente entre eux. Grâce à notre effort, ils ont parlé une seule langue. Il y a un seul imam. Pendant la prière, il y a une seule personne qui dirige la prière. Pendant, si on dit la fête, c'est tel jour. Tout le monde fêtait le même jour. Ça, ce n'est pas seulement le Zaïre. Mais nous l'avons fait au Congo-Brazzaville, en Centrafrique, en Burundi, Rwanda, Cameroun, Tchad, par tous les pays de l'Afrique centrale où j'ai eu à donner mes conseils, les gens, c'était l'entente. Donc ça n'a pas commencé la Guinée, mais c'est ma vie, comme ça. Et là, vous menez des activités humanitaires au profit des populations déshéritées. Et aujourd'hui, quels sont les moyens dont vous disposez pour atteindre vos objectifs? Les moyens que je dispose, il est physique. Je vis, je suis en bonne santé, et tant que je suis en bonne santé, je le ferai. Je ne suis pas un homme riche, je ne suis pas un commerçant, je ne suis pas un homme d'affaires, je suis un marabout. Je ne suis pas politicien. Donc je ne peux pas vous dire que j'ai un budget qui est là pour mener mes actions. Mes actions que j'amène, c'est à travers les moyens que je disposerai au jour en jour, que je mettrai à la profit
de mon action pour continuer à sensibiliser mon pays et en dehors de mon pays. Okay. Aujourd'hui également, la paix et l'unité nationale dans le monde constituent quelques-uns de vos objectifs également. Comment faites-vous pour contribuer à la résolution des conflits, notamment en Afrique? Mes contributions sont toujours la prière, la lecture des Saint-Courants et à continuer à donner des conseils à des personnes qui auraient la chance de leur avoir, que ce soit les dirigeants politiques, que ce soit auprès de la population. Je ne peux que contribuer à ma façon pour dire sans la paix, rien n'est possible. Que ce soit dans mon pays, que ce soit ailleurs, c'est là, c'est quotidien, tous les jours, matin et soir, à chaque fois que l'occasion me permet. Alors, la promotion également de la démocratie et de quelques éléments y afférents bien sûr à cette démocratie s'inscrit dans votre combat quotidien. Et cela consiste-t-il, en quoi cela consiste concrètement dans vos activités? Vous savez, pour moi, la démocratie est une manière, je ne sais pas comment je vais vous le dire, mais moi, ma conception de la démocratie est telle que je le vois et je l'ai vu dans mon pays. Je ne considère pas ces sortes de démocratie comme si c'est le véritable démocratie qu'il nous faut. Il ne faut pas qu'on nous importe des démocraties que nous ne sommes pas en mesure de supporter. Des démocraties importées n'est pas la façon de diriger le peuple africain. Nous ne sommes pas encore arrivés là, le véritable démocratie. La démocratie ne veut pas dire que vous donnez les droits des enfants, vos enfants, à vous insulter. La démocratie ne veut pas dire que vous donnez les droits à vos enfants. Quand on dit il y a le droit, il y a aussi le devoir. On ne voit pas la démocratie qui va vous demander d'aller piller les magasins des gens, les innocents, qui ne sont même pas dans le conseil municipal. On ne peut pas vous dire que la démocratie autorise d'aller détruire l'autoroute sur laquelle toute la population va de leur vie quotidienne, les taxis, les mabanas, les personnels, là où tous ces gens-là passent, qu'on passe longueur de journée à brûler les punaises sur cette goudron-là. Notre pays n'a pas besoin de ces démocraties-là. Et aujourd'hui, quel type de démocratie le pays a besoin? Le pays, pour moi, la démocratie que nous avons besoin, il faut d'abord connaître les valeurs de l'homme. Et en connaissant les valeurs de l'homme, en respectant les biens détruits, en respectant vos autorités. Parce que ça, ce n'est pas moi qui le dis. Il est écrit dans le Coran. Il faut non seulement respecter tes parents, mais respecter l'autorité qui a le commande sur toi le jour que Dieu a voulu. À mon avis, quand on dit la démocratie, c'est cela, la démocratie. Nous voyons la démocratie dans d'autres pays. Je vous prends un exemple. Au Burkina, en ce moment, il y a le problème. Mais dès que le problème est fini, Burkina est devenu, on se dit, propre qu'hier. Parce qu'on ne veut pas détruire ce qui est construit. Mais c'est nous, notre problème c'est quoi? On dit la ville sale. Qui nettoie la ville? Pour nettoyer la ville, il faut donner l'argent à ces mêmes populations qui salissent la ville. Vous croyez que ça c'est la démocratie, ça? Quand on veut arranger un pays, il faut être méthodique. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Moi, je n'ai pas fait l'école française, je vous dis comment j'entends. Il faut avoir une stratégie de Alors, à développement. mon avis, oui, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Ce qui vient de passer à Burkina. Je ne dis pas, ça c'est un chef de l'État. Ça, je suis contre. Tous les prises de pouvoir par la force, je suis contre. Mais les Burkinabés ont montré aux yeux du monde, ils sont cassés, ils sont nettoyés. Mais c'est nous ici, on casse, on brûle tout, on salit tout, on s'en fout, on dit que c'est la démocratie. C'est quelle démocratie? Pour moi, ça, ce n'est pas la démocratie, mais c'est la vandalisme. C'est l'indiscipline. Les Guinéens ne sont pas disciplinés. Les Guinéens ont des problèmes. Il faut éduquer les Guinéens pour dire que si vous voulez que votre pays marche avec la démocratie, il faut d'abord le respect.
Il faut respecter non seulement le hiérarchie, il faut respecter tous ceux qui peuvent vous donner des conseils. Mais ici, quand on commence à parler, on vous met une étiquette. Il parle au nom des présidents, il parle au nom de l'opposition, mais qui est véritable Guinéen? Justement, on arrive à cette question. Vous avez parlé de la démocratie, de la paix, de l'unité nationale, mais vous avez aussi, dans vos combats, vous cherchez à concilier, n'est-ce pas, les Guinéens entre eux, et vous consultez justement les acteurs politiques du pouvoir, mais aussi de l'opposition. Alors, dans cette conciliation-là, quel message délivrez-vous à ces acteurs politiques du pouvoir, mais aussi de l'opposition? Merci, monsieur. Il est difficile de concilier un peuple qui ne se fait pas confiance. Il est facile de concilier un pays qui est en guerre que de réconcilier un peuple qui ne se fait pas confiance. En Guinée, c'est la confiance qui nous manque. Personne ne fait confiance à l'autre. Et quand on ne fait pas confiance à l'un et l'autre, vous allez réconcilier comment? Nous sommes dans un pays qui n'a pas connu la guerre. La Côte d'Ivoire, par exemple, vient de faire sa réconciliation. Et une réconciliation réussie. Parce qu'ils se sont affrontés et on sait qui a la force, qui n'a pas la force. Mais nous, on est là, chacun dit, je suis plus supérieur que l'autre. Cette supériorité, c'est ça qui nous fait le défaut. Cette nobilité, je suis plus noble. Qui est plus noble que qui dans ce pays? Tu peux avoir plus de l'argent que moi, mais tu ne peux pas être plus guinéen que moi. Tu peux être plus beau que moi, mais tu ne peux pas être plus guinéen que moi. À mon avis, pour avoir une réconciliation dans notre pays, les acteurs politiques doivent savoir que, quel qu'en soit le bord que vous êtes, quelle qu'en soit la beauté de la personne, quel qu'en soit le savoir, les connaissances de la personne, notre pays, en ce moment où nous vivons, n'importe quelle personne qui prendra ce pays aura des difficultés. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, que ce soit celui qui veut le pouvoir demain, il faut que le peuple fonde d'abord confiance entre eux. Je crois que c'est ça qui doit être le vrai lutte de nos gouvernants. Parce que quand vous gouvernez sur les gens, où ces gens-là se regardent comme des chiens faillants, on se dit, on est où dans notre pays? Dans le temps, quand moi je vois un père, je le insulte comme je veux. Je vois un malinqué, je l'insulte comme je veux. C'est le Sanakouya qui est entre nous. On a l'habitude de dire, toi un matudo malinqué, toi un matudo pelle, toi un petit soso, un forestier. Parfois, il peut même arriver maintenant qu'on aura peur de dire à un forestier. Il va se dire, mais je ne suis pas de la forêt. Il faut justement développer ce Sanakouya. Donc, à mon avis, la Guinée a dépassé la limite, on se dit, 57 ans ou 56 ans de notre indépendance, que nous continuons, on se dit, à se bagarrer pour des futilités. À mon avis, moi, le racisme qui est en Guinée, c'est un racisme politique. Ce n'est pas autre chose. Nous, les Guinéens, nous avons vécu notre temps ici. On était très petits. À l'époque, le temps des présidents Sékou Touré, mais on ne connaît pas que voilà, tel est Maliké, tel est Soso, tel est Peul, tel est ceci et cela. Nous ne connaissons pas ça. Tous les Guinéens sont Guinéens. Et on a la fierté à l'extérieur. On est unis à l'extérieur. Aujourd'hui, si vous partez à l'extérieur, nous qui vivons à l'extérieur, mais si vous n'êtes pas dans tel bord, vous ne pouvez pas parler de tel. Si vous n'êtes pas dans tel bord, mais on voit où? Alors que nous sommes tous les mêmes Guinéens. Regardons-nous en face. Regardons-nous, chaque matin, regardez-vous dans ce miroir, vous allez trouver que vous êtes comme Elaï Djerba Diaby. Elaï Djerba Diaby est comme vous. Donc c'est le même message vous délivrez donc, à tous les acteurs politiques. À mon avis, les politiciens n'ont qu'à se donner la main pour que la population sache qu'ils ne sont pas ennemis. On peut avoir la différence des programmes, mais dans la vie, on est tous la même. On combat la même chose, c'est la pauvreté dans notre pays. Bien, Elhadj Djerba Diaby, on continue bientôt, on va arriver à la fin de cette émission.
vous vous battez également contre cette maladie qui sévit en Guinée, en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, quand nous prenons la Sierra Leone, le Libéria, mais aussi en Guinée, et vous évoluez dans l'humanitaire, vous menez aujourd'hui un combat contre ce virus-là. Comment est-ce que vous réunissez tous les moyens pour lutter contre cette épidémie dans notre pays? Comme vous le savez, mes moyens, ils sont tellement maigres parce que je ne suis qu'Ela Djerba Diaby, Marabou Diaby. Mais j'ai quitté Paris, ça fait 2 mois que j'ai quitté la Guinée, je suis parti. Ebola n'avait pas eu telle gravité. Mais lorsque je suis parti, j'ai voyagé dans plusieurs pays à travers le monde. J'ai été à Madagascar, j'ai été à île Maurice, île de la Réunion, j'ai été en Australie. Mais dans tous les pays où je me suis rendu, quand j'arrive à l'aéroport, je suis automatiquement placé comme un bête au milieu des gens. Dès que je dis guinéen, je sors mon passeport guinéen, je suis considéré automatiquement comme quelqu'un qui est malade d'Ebola. Je me suis dit alors, ma place n'est pas à l'étranger en ce moment. Ma place, c'est dans mon pays, la Guinée. J'ai fait 3 tentatives à Paris pour retourner en Guinée. Ma famille vit à Paris. J'ai ma carte de résidence française. J'ai mon domicile là-bas. Quand je pars, on me dit tu ne peux pas sortir parce que ça devient danger public si vous retournez en France. J'étais obligé d'aller signer un circulaire comme quoi, si je dois retourner en France, je vais être suivi par un médecin pendant 21 jours. J'ai accepté ça. Mais je préfère devenir dans mon pays pour véhiculer le message de sensibilisation contre cette maladie que je connais bien. Ebola a commencé au Zaïre. Lorsque Ebola a commencé au Zaïre, qu'est-ce que les gens ont commencé à dire d'abord? Les gens ont commencé à acquérir le pouvoir comme quoi les Américains sont venus vacciner des gorilles avec des produits, si vous voulez, les produits toxiques. Alors tous ceux qui ont mangé ces gorilles-là, ce sont eux qui sont malades d'Ebola. Mais on a compris qu'il y a des gens qui meurent qui n'ont jamais mangé les gorilles. Ebola n'est pas une maladie fabriquée par un blanc. Ce n'est pas un laboratoire qui a fabriqué Ebola. Ebola n'est pas une maladie comme on peut dire la sorcellerie. Ebola n'est pas une maladie comme on peut dire le vent du diable. Ebola, c'est une maladie réelle. Nous avons vécu au Zaïre. Ebola est plus dangereux que le sida. Ebola est plus dangereux que le choléra. Parce que quelqu'un qui est mort de choléra, on peut le laver, on peut le enterrer, parce que dès qu'il est mort, le choléra aussi, le virus est mort. On peut laver un malade de sida, on peut enterrer un malade de sida, parce que quand il est mort, le sida est mort. Mais lorsque quelqu'un attrape l'Ebola, au moment où Ebola arrive à le fatiguer, il devient poisson, il devient le poisson. Son corps est plus dangereux que son vivant. Parce que Ebola, quand on l'enterre, c'est comme si vous avez mis le gaz toxique dans le trou. Le gaz qui bouffe, qui sort. C'est pourquoi le mort d'Ebola, on ne doit même pas mettre des arbres, des machins et tout ça. Il faut l'enterrer avec la terre pour étouffer le virus. Parce que Ebola, il est plus dangereux quand quelqu'un est mort qu'il attaque quelqu'un au moment où il est en vie. Et aujourd'hui en Guinée. Alors aujourd'hui, en Guinée, dans notre pays, les gens qui pensent que Ebola n'est pas vrai, c'est tout simplement parce qu'ils ont eu de mauvaises informations. Et ceux qui donnent de mauvaises informations ont de mauvaises volontés. Ces mauvaises volontés, aucune autorité ne peut souhaiter le mal de son pays. Aucune autorité de ce monde-là ne peut souhaiter amener la maladie dans son pays, amener la pauvreté dans son pays, amener si vous voulez, je ne sais pas comment on peut dire ces personnes-là, comment un chef de l'État ou bien un membre du gouvernement peut vouloir
exterminer son peuple. Parce que si vous regardez aujourd'hui en Guinée, prenons exemple, l'axe Conakry-Koya, les autoroutes qui devaient être faites sont bloquées. Le pont Kaka, il est bloqué. Et nous voyons aujourd'hui, tous les expatriés sont partis. À un moment donné, les hôtels de Guinée étaient tous bourrés des étrangers. Aujourd'hui, les hôtels là, ils sont finis. Ils sont tous presque, si on peut dire, si c'est dans des pays organisés, on peut déjà déclarer la faillite. Concrètement, qu'est-ce que l'âge a fait aujourd'hui? Je continue dans mon sensibilisation. Oui. J'étais à Kindia hier. La semaine pour ce mardi, je serai à Koya, plus précisément à Bondabo, et je continuerai à expliquer ma population quel est le danger de Ebola. Je n'ai pas l'argent pour distribuer aux gens, mais le moyen que Dieu m'a donné, je ferai toujours pour que les gens sachent que Ebola est un danger pour notre pays. Nous savons la guerre contre un ennemi invisible. Si on a un rebelle, on sait où ils sont. Mais Ebola est un ennemi invisible. Et comment? Donc, comme il est invisible, il faut l'attaquer par imprévisible, avec des moyens au bord. Donc, c'est la prière, la lecture de Saint-Courant, et sensibiliser les gens, et dire aux gens d'écouter tout ce que les autorités sanitaires leur recommandent pour qu'on puisse bouter Ebola dans notre pays. Voilà, et là, j'en ai pratiquement à la fin de cette émission. Alors, quel est votre mot de la fin? C'est pour dire aux Guinéens de se donner la main. La paix n'a pas de prix. Tout ce qu'il faut faire pour régner la paix dans notre pays, en commençant par le président de la République, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, en venant aux leaders, tous les leaders politiques. Tous les leaders politiques, et je profite de cette occasion pour remercier à tous ces gens-là, à tous ces leaders-là, qui se sont accompagnés avec le gouvernement, qui ont amené la campagne pour dire Ebola stop. Je remercie tous ces gens-là de continuer dans cette situation-là pour que la Guinée soit unie et invisible. Car sans la paix, notre pays, on est foutu. Merci, c'est tout pour aujourd'hui, fidèles auditeurs et téléspectateurs de Évasion Guinée. On a reçu sur ce plateau Elhadj Diriba Diaby, il est consultant international et ambassadeur de la paix. Elhadj, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci.